quand même. Oui, 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 bien sûr. Oui, oui, on va attendre quelques minutes avant de commencer. On peut ouvrir le webinaire et puis attendre quelques minutes avant de commencer. Je démarre. Vas-y. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous. Donc, le webinaire va commencer dans 1 ou 2 minutes. On attend que les personnes arrivent. Merci. Merci à vous de rejoindre le webinaire. On va commencer dans quelques secondes. On attend un peu que les gens arrivent. Merci. Merci à tous de vous connecter. On attend encore un tout petit peu, peut-être 30 secondes ou 1 minute, et puis on commencera. Bon, on va démarrer. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir rejoint ce webinaire. Donc, c'est un webinaire d'1 heure qui va être consacré à la protection sociale des Français de l'étranger. Donc, moi, je m'appelle Rémi Vazet, je suis élu conseiller des Français de l'étranger à Londres et aussi élu à l'Assemblée des Français de l'étranger, et je vais animer ce webinaire. Donc, la question sociale est très importante pour les Français vivant en Europe du Nord en particulier, car à plusieurs niveaux. Pour les plus vulnérables, on sait que la crise du Covid a été particulièrement sérieuse ici, a donné lieu à de nombreux retours en France. Et pour ceux qui sont restés, ils ont dû demander des aides auprès des autorités locales, mais aussi des services sociaux du consulat français. L'inflation est très élevée ici. Elle atteint déjà 9%. Elle ne va que renforcer encore les tensions. Mais la question sociale se pose aussi pour d'autres Français qui cotisent pour leur retraite, par exemple, car en particulier pour celles et ceux qui ont connu une carrière hachée entre la France et l'étranger, donc avec des injustices qui sont assez manifestes. Donc, nous avons regroupé ce soir un panel d'intervenants pour nous parler de ces questions sous des angles un peu différents. Donc, nous aurons d'abord Charlotte Mainvielle, qui est notre candidate ELV et NUPES pour la 3e circonscription d'Europe du Nord. Donc, elle va nous dire l'importance de la thématique sociale dans sa campagne, les propositions, etc. Ensuite, nous aurons Benoît Marin-Cudraz, qui est conseiller des Français de l'étranger également en Irlande, membre de la Commission des affaires sociales à l'Assemblée des Français de l'étranger. Benoît viendra nous parler spécifiquement du problème des retraites pour nous faire un diagnostic et ensuite nous parler des solutions possibles. Nous aurons ensuite Sami Amar, qui est conseiller des Français de l'étranger à Londres, élu également à l'Assemblée des Français de l'étranger. Il viendra nous parler des dispositifs d'aide sociale dispensés par le consulat français et des problématiques politiques. Enfin, nous terminerons avec Magali Chabrelli, directrice du dispensaire français à Londres, qui accueille des patients francophones avec une équipe de médecins spécialisés et de professionnels de la santé. Donc, tout au long de cette heure, vous pourrez poser vos questions sur le chat. Et en dernière partie, nous aurons une partie Q&A où je poserai vos questions à nos invités. Donc, sans plus attendre, je vais donner la parole à Charlotte qui va vous dire une petite introduction sur sa campagne. Je te laisse parler, Charlotte. Merci beaucoup Rémi, et merci beaucoup à tous et à toutes d'être là, et merci à nos super intervenants aussi de prendre part à ce webinaire.
Donc, en effet, c'est vrai que la question sociale est fondamentale dans cette campagne et c'est vrai qu'on sait que les Français de l'étranger, tous les Français, mais notamment les Français de l'étranger sur notre circonscription ont été touchés de plein fouet récemment avec cette crise du Covid. Ça a été très dur économiquement et socialement pour un bon nombre d'entre nous. Je pense que particulièrement se sentir loin de ses proches, par exemple en France et de sa famille, ça n'a pas dû être facile pour tout le monde et ça a vraiment été des mois et même quelques années très, très durs. Et je sais que certaines personnes ont dû également faire face à des chocs et des difficultés économiques, peut-être la perte de leurs emplois, etc. Donc c'est très important de rappeler les dispositifs d'aide sociale qui existent et qu'est-ce qui peut être fait pour les renforcer, pour les améliorer. Euh, et d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle crise qui émerge. Rémi l'a rappelé, il y a une inflation qui est à son plus haut niveau depuis 40 ans, en France comme au Royaume-Uni et dans d'autres pays de notre circonscription d'Europe du Nord. Mais pour prendre l'exemple de l'Angleterre et des Français qui vivent ici, la facture d'électricité a augmenté de 53% en 6 mois au Royaume-Uni, entre le mois d'octobre et mois d'octobre dernier et le mois d'avril de cette année. Donc vraiment, c'est des situations économiques qui sont très impactantes sur le pouvoir d'achat et la possibilité de bien vivre de beaucoup de Français. Donc, je suis très heureuse que Samy puisse nous parler des dispositifs qui existent. Benoît, des sujets des retraites, parce que je pense que c'est aussi fondamental qu'on soit bien au courant des inégalités qui existent dans le calcul des retraites pour les Français de l'étranger. Et Magali pour nous parler du dispensaire français qui est à Londres, que j'ai eu l'occasion de visiter d'ailleurs avec notre sénatrice des Français de l'étranger, Mélanie Vogel, et notre secrétaire national, Julien Bayou, il y a quelques mois. Et vraiment, ils font un travail remarquable. Donc, je pense que c'était vraiment très important pour moi de mettre en avant ce travail et de mettre en avant un dispositif auquel nos concitoyens ont accès. Et donc, je vous présenterai aussi après les propositions quelques propositions, bien sûr, ce n'est pas une liste non exhaustive, pas une liste exhaustive, mais les propositions de notre alliance, de notre union NUPS, et aussi mes propositions spécifiquement pour les Français de l'étranger et de notre circonscription d'Europe du Nord. Merci Charlotte. Donc là, je propose qu'on demande à Benoît maintenant de nous parler spécifiquement de la question des retraites. Donc Benoît, tu as 8 ou 10 minutes pour nous développer un peu le sujet. Et voilà, je te laisse la parole. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Je vais partager mon écran parce que ça va être plus simple. Vous voyez mon écran? Oui, tout à fait. Bon, je vais rappeler comment est calculée la retraite française. Donc, la retraite française du régime général, c'est égal au salaire annuel moyen des 25 meilleures années. Donc, ici, multiplié par un coefficient et multiplié par le nombre de trimestres validés en France et par rapport au nombre de trimestres requis en fonction de l'année de naissance. Mais le mode de calcul de la retraite du régime général français pénalise les carrières courtes et hachées. Donc, pour le calcul du salaire annuel de référence, enfin, le salaire annuel moyen, salaire de référence donc ici, et pour le coefficient pour l'âge de la retraite ou la décote. Les accords bilatéraux et la réglementation européenne sont supposés rendre plus équitables les retraites des carrières internationales, mais on a un problème en Europe du Nord, puisque les systèmes de retraite des pays d'Europe du Nord, donc le Royaume-Uni, l'Irlande, la Norvège, l'Islande, le Danemark, la Finlande, ne sont pas reconnus comme équivalents pour la retraite française sous prétexte qu'ils seraient basés sur moins de 15 ans de cotisation. Donc, il n'y a pas d'accord pour le calcul du salaire annuel moyen avec ces pays, bien qu'ils soient membres de l'Union européenne ou qu'ils l'aient été. Pour les carrières en France de moins de 25 ans, la retraite ne sera donc plus calculée à partir des meilleures années et les années incomplètes ne seront plus éliminées du calcul. C'est le gros problème. Le gros problème, ce n'est pas que le calcul de la retraite soit fait à partir des meilleures années.
Le problème, c'est que les années incomplètes qui normalement sont éliminées du calcul pour une carrière entièrement en France, puisque en général, les 25 meilleures années sont des années complètes, et toutes les petites années incomplètes, c'est-à-dire les jobs d'étudiants, service militaire, les femmes qui s'arrêtent pour élever leurs enfants, les premières années de travail, l'année où on quitte la France pour partir à l'étranger, toutes ces années-là, normalement, sont éliminées du calcul. Mais donc, pour ceux qui ont moins de 25 ans de carrière en France et qui partent après dans les pays d'Europe du Nord, ces toutes petites années rentrent dans le calcul du salaire annuel moyen et c'est un jeu de massacre. Pour certaines personnes, ça dépasse largement les 40% de baisse du salaire de référence pour le calcul de la retraite. Donc, donc en dehors des pays d'Europe du Nord, là que je viens de citer, je pense qu'il y a la Grèce, les Pays-Bas et peut-être la Bulgarie. Tous les autres pays d'Europe, il y a des accords qui pallient à ce problème. Par exemple, si vous travaillez la moitié de votre carrière en France et la moitié de votre carrière en Allemagne, et que vous avez moins de 25 ans de carrière en France, la base pour le calcul de la retraite, ça ne va pas être les 25 meilleures années, ça va être les 12 meilleures années, la moitié. Donc, pour tous les autres pays d'Europe, ça va. Mais pour donc essentiellement les pays d'Europe du Nord, il y a un gros problème. Alors, ce n'est pas le seul problème. Donc, il y a un problème avec la décote. Si le montant de la retraite est proportionnel au nombre de trimestres validés en France, l'âge de la retraite ou la décote dépendent de la carrière étrangère. Mais comme dans les pays d'Europe du Nord, ça ne sert à rien de valider toute la carrière, puisque pour le système de retraite de votre pays en Europe du Nord, ça n'a pas besoin que ça soit comptabilisé. Donc pour un certain nombre de personnes, les travailleurs indépendants, les demandeurs d'emploi, les conjointes, il risque d'y avoir des années qui ne vont pas être validées. Et ça va avoir donc un impact sur la décote de la retraite française. Ensuite, ça, donc, c'est quelque chose qui, en plus, se rajoute pour l'Europe du Nord. Ensuite, il y a des problèmes qui sont valables pour tous les pays, pas uniquement pour l'Europe du Nord. Il est éventuellement beaucoup plus difficile, même quand les périodes de travail sont validées à l'étranger, de les faire valider qu'en France. En France, on n'est pas obligé d'avoir travaillé pendant 3 mois pour valider un trimestre. On peut valider un trimestre en travaillant beaucoup moins. Mais à l'étranger, ce n'est pas le cas. En tout cas, en Irlande, ce n'est pas le cas. Et ensuite, un autre problème là, qui peut y avoir partout dans le monde, c'est que quand il y a le calcul de la retraite française qui est fait, pour la décote ou pour l'âge de la retraite, ça dépend de toute la carrière, pas uniquement de la carrière française. Mais très souvent, les relevés de carrière des caisses de retraite françaises ne sont pas à jour en fonction du relevé de carrière étranger au moment où est calculé l'âge de la retraite. Et ça veut dire que donc, pour toutes ces raisons-là, il risque d'y avoir une décote de 25%, donc qui peut se rajouter à celle de 40% qu'on a vue avant. Et ensuite, le dernier problème qu'il y a, quels que soient les accords, c'est la sous-revalorisation des premières années. Le salaire annuel moyen peut être calculé à partir des premières années de la carrière qui sont beaucoup plus mal revalorisées. Un SMIC, par exemple, d'il y a 40 ans, revalorisé avec le coefficient des caisses de retraite, est 35 fois plus faible qu'un SMIC d'aujourd'hui. Donc, si les carrières, ça donne une idée, hein, si la retraite est calculée à partir des premières années au lieu des dernières années, ce qui est souvent le cas pour une retraite française, c'est plutôt vers les dernières années, il y a encore un facteur donc, qui diminue la retraite. Donc, là, vous pouvez voir, par exemple, si il y a des diminutions de 40%, plus 25%, plus 20%, ben, il ne reste plus grand-chose hein, au niveau des retraites françaises. Donc, c'est un problème qui est très important. J'en profite pour faire 2 recommandations. Il faut veiller absolument à ce que toutes les périodes qui puissent être enregistrées dans votre pays de résidence soient bien validées dans votre pays par le système de retraite de votre pays où vous travaillez, même si ça ne sert à rien pour la retraite de votre pays, ça sert pour la décote de la retraite française. Donc ça, c'est vraiment très important. Et ensuite, deuxième recommandation, il faut mettre en doute les relevés de carrière de la CNAV parce qu'en général, ils ne sont pas à jour en fonction des carrières étrangères. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, il y a des options qui sont possibles.
Donc, par exemple, ce qui serait possible, c'est de calculer le salaire annuel moyen à partir d'un pourcentage des meilleures années et pas en fonction des 25 meilleures années. Ça, c'est, ensuite, une autre option, c'est de supprimer la décote. Il y en a beaucoup qui le demandent. En tout cas, si elle n'est pas supprimée, il faudrait que toutes les périodes de travail soient validées à l'étranger, qu'elles soient enregistrées ou pas, et reconnues ou pas par les caisses françaises. Ça dépend des accords qu'il peut y avoir. Et puis ensuite, le troisième point, ça serait revaloriser les anciens salaires en fonction de l'évolution du salaire et pas en fonction de l'inflation comme c'est fait pour l'instant. Ou alors, il faudrait des mesures correctrices pour les premières années de la carrière. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le point sur la situation. Vous pourrez me poser des questions. Et je sais, Benoît, que tu es très engagé au niveau de l'AFE, l'Assemblée des Français de l'étranger, pour pousser un petit peu cette question. Oui, alors, on a déjà fait un certain nombre de choses au niveau de l'AFE. Il y a donc, pendant la précédente mandature de l'Assemblée des Français de l'étranger, il y a donc le co-secrétaire de LVR de France, donc Alexandre Château-Ducot, qui avait posé des questions au gouvernement. On a eu un début de réponse pour une question, et donc ça date de plus d'un an. Hein. Donc, vous pouvez les retrouver d'ailleurs sur le site de l'AFE, hein, ces questions. Donc, le gouvernement reconnaissait qu'il y avait un problème, mais après, ils évacuaient le problème et ils n'ont jamais répondu aux autres questions qui sont arrivées après. On avait aussi demandé à une sénatrice d'Europe Écologie Les Verts, Raymonde Poncet, donc au Sénat, de déposer une question au gouvernement. Ça, je crois que ça date de mars 2021. Le gouvernement n'a jamais voulu répondre. Et donc, avec Rémi, on a posé une question en ce qui concerne les problèmes en Europe du Nord. On n'a pas eu de réponse non plus. Et donc, au total, il y a 6 questions là, en 2022 qui ont été posées au gouvernement. Et il n'y a pas de réponse sur ces questions-là. Donc, j'avais aussi posé le problème à Alexandre Leroy il y a plusieurs années, qui avait refusé de traiter le problème. Et j'ai envoyé des lettres aux autres députés des Français de l'étranger qui ont refusé de répondre aussi. Ils ne veulent pas parler du problème. Là, je ne sais pas si je peux rajouter quelque chose pour l'instant. De toute façon, on va revenir à la fin sur Oui. cette problématique. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Ce que je propose, c'est qu'il est moins 10 maintenant, pratiquement. Donc, c'est de passer à la thématique suivante, donc les dispositifs sociaux disponibles pour les populations vulnérables, les francophones, les Français en Europe du Nord. Donc, je vais laisser la parole à Samy, qui va nous faire un survol. Merci Rémi, et bonsoir à toutes et à tous, et ravi d'être parmi vous ce soir. Alors, je vais faire un petit aperçu de ce qui existe pour les Français de l'étranger, notamment sur la circonscription d'Europe du Nord et notamment sur le Royaume-Uni, qui est la circonscription que je connais le mieux, et pour cause. Donc d'abord, il faut commencer par dire qu'il n'y a pas véritablement de système de protection sociale et de sécurité sociale pour les Français de l'étranger qui soit public et financé par l'État. Donc tous les dispositifs qui existent, et ça il faut bien le comprendre, sont destinés à compléter ou complémenter les systèmes de sécurité sociale ou de protection sociale qui existent dans nos pays d'accueil. Et pour le coup, nous, ici au Royaume-Uni ou en Europe du Nord de manière générale, c'est encore plus le cas en Scandinavie, on a la chance de vivre dans des pays qui ont quand même des systèmes de protection sociale plus ou moins performants. Alors après, on peut les critiquer, il y a beaucoup de choses qui sont critiquables, mais ils ont le mérite d'exister. Et donc, l'action vraiment de la France, des consulats, etc., vise à complémenter ce qui existe déjà. C'est la raison pour laquelle le consulat de France a toute une page qui est vraiment dédiée à orienter les citoyens et citoyennes français qui ne seraient pas forcément au courant des dispositifs qui sont arrivés récemment ou alors qui maîtrisent moins la langue, etc., vers les systèmes publics qui existent ici, que ce soit le Universal Credit, le NHS, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose. Alors après, sur les dispositifs qui existent, je vais parler très, très rapidement de la Caisse des Français de l'étranger, la CFE, parce que c'est un dispositif qui est assez peu prisé finalement par les Français d'Europe du Nord, et parce qu'il est moins intéressant, je pense, assez cher et peut-être moins bien calibré pour les Français d'Europe du Nord et qui est plutôt
destinée aux Français qui habitent dans des circonscriptions où il n'y a pas de système de sécurité sociale. Mais elle est là, la Caisse des Français de l'étranger, c'est un dispositif, c'est un organisme de sécurité sociale qui a des droits privés, mais qui assure une mission de service public. Il ne reçoit aucune subvention de l'État, et donc la conséquence de ça, eh bien, c'est que c'est assez cher. Donc, la Caisse des Français de l'étranger est un dispositif qui a peu d'attrait ici, mais il y a quand même des clients. Je sais qu'il y a quand même pas mal de réunions d'information qui sont organisées ici par la CFE, par exemple à Londres. Il y a un public qui est essentiellement constitué d'expatriés qui sont ici pour des périodes relativement courtes, qui sont en détachement pour quelques années, qui ont vraiment envie de maintenir ce lien très, très clair et explicite avec le système de sécurité sociale français, ou alors aussi des personnes qui ont des maladies chroniques et qui ont des médecins traitants en France et qui veulent encore une fois garder ce lien et continuer d'être assurés pour accéder à ces services de soins. Donc, c'est des situations bien particulières. Je ne vais pas aller plus dans le détail, mais ce dispositif existe. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Je connais bien la présidente du conseil d'administration de la CFE, qui s'appelle Isabelle Frege, qui est fraîchement élue et qui saura vous renseigner si vous avez des questions là-dessus. Ensuite, je vais passer au dispositif SOS Covid. Alors ça, c'est une aide qui a été mise en place exceptionnellement pendant la période du Covid et pour laquelle il fallait justifier d'avoir perdu son activité ou son activité rémunératrice à cause de la crise sanitaire et de la crise évidemment économique qui a été son corollaire. Alors ce dispositif SOS Covid a mis du temps à se mettre en place et a été administrativement trop lourd au début. Et donc, on s'en est rendu compte, nous, les élus, très rapidement. Il y avait une enveloppe qui était importante. On parlait, je crois, de 10 millions d'euros au départ pour le monde et qui a été très peu dépensée parce que les demandes, les pièces justificatives étaient beaucoup trop onéreuses pour la plupart des gens. Donc, c'est une politique qui a rapidement été simplifiée et qui a permis effectivement à pas mal de familles d'accéder à ce dispositif. Donc, ici, au Royaume-Uni, je crois, entre 240 et 250 familles ont pu bénéficier de cette aide Covid. En tant qu'élu, je pense que c'est pareil pour Rémi et peut-être aussi pour Benoît. J'ai accompagné plusieurs familles pour assembler les pièces justificatives qu'il fallait pour obtenir cette aide et qui pouvaient être substantielles. Donc pour une famille, j'ai aidé par exemple une femme avec 2 enfants, une mère seule avec 2 enfants, ça revenait à 400 € qui pouvaient être reconduits mois après mois sur présentation de justificatifs. Donc, ça pouvait être un revenu d'appoint tout à fait significatif pour des familles qui étaient vraiment en très, très grande précarité à cause du Covid. Alors, ce dispositif, en théorie, existe toujours. Je dis en théorie parce qu'il est de plus en plus compliqué aujourd'hui de justifier une perte d'activité rémunératrice sur la crise sanitaire, dans la mesure où la crise sanitaire est plus ou moins passée, même si on reste vigilant. Le problème, c'est qu'évidemment, les conséquences sur l'inflation, sur le système d'approvisionnement, etc., sont ressenties aujourd'hui. Donc, il y a un vrai problème qui se pose. Est-ce qu'on va pérenniser ce système pour un petit peu plus longtemps, quelques années ou pas? Ça, je crois qu'il y a un vrai sujet politique parce que si ici, il y a 200 à 250 familles qui ont été concernées, je peux assez facilement imaginer que dans 2 circonscriptions, il peut y avoir aussi beaucoup de demandes. Donc, voilà, là, il y a un vrai sujet politique. L'autre dispositif sur lequel je voulais aborder rapidement, c'est l'allocation adulte handicapé et l'allocation enfant handicapé. Donc ça, c'est un dispositif de sécurité et de protection sociale qui existe en France, mais qui existe aussi pour les Français de l'étranger qui est dispensé par le consulat. Alors, là, à ce jour, il y a 2 problèmes. Le premier problème, c'est que l'allocation adulte handicap, donc l'AH, est conditionnée à des revenus. Et le problème, c'est que ce taux de base est totalement n'est pas du tout en phase avec le prix de la vie et le coût de la vie dans nos circonscriptions. Je crois qu'actuellement, on est sur de 518 € de revenus mensuels. Moi, je ne sais pas comment on vit avec 518 € par mois, que ce soit ici à Londres ou n'importe où ailleurs au Royaume-Uni ou n'importe où en Europe du Nord. Donc là, il y a un vrai problème, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a aucun bénéficiaire de cette aide, alors que, objectivement, je pense qu'il y a plusieurs centaines, probablement, de concitoyennes et de concitoyens qui devraient pouvoir y avoir accès. Donc là, il y a un vrai problème, il faut réévaluer ce taux de base
de façon urgente, parce que c'est totalement décalé avec la réalité des Français de l'étranger, particulièrement sur nos circonscriptions d'Europe du Nord. Et sur l'allocation enfant handicap, alors là, pour le coup, il n'y a pas de conditions de ressources, mais il y a aussi un problème, puisque aujourd'hui, seulement 4 enfants en bénéficient sur notre circonscription. Ici au Royaume-Uni, quand on sait que la liste électorale consulaire, que la liste consulaire et le registre comportent entre 130 et 140 000 inscrits, on peut assez facilement imaginer qu'il y a beaucoup plus d'enfants qui devraient pouvoir y avoir accès. Les chiffres au niveau national, c'est qu'entre 25 et 40% des personnes, des gens sont en situation de handicap potentiel partiel, alors après avec différents seuils, etc. Donc, il est clair que ce dispositif est sous-utilisé parce qu'il est méconnu de nos concitoyens et qu'il faut des campagnes d'information à ce sujet-là pour qu'un maximum de citoyens puissent en bénéficier. Je vais ensuite passer aux OLES. Donc ça, ce sont des subventions pour des organismes. Il y a l'entraide et la solidarité. Le dispensaire en fait partie. Donc Magali, évidemment, élaborera sur ce brillant dispositif. Il y en a 2 ici au Royaume-Uni. Le dispensaire qui assure des soins, donc un appui sanitaire aux Français de notre circonscription, Françaises et Français. Et puis, il y a les consultations gratuites qui fournit un soutien juridique. Donc, les OLES sont vraiment des dispositifs qui sont considérés comme étant complémentaires de l'action du consulat et qui reçoivent des subventions, parfois assez importantes, à ce titre. Et à côté de ça, il y a les staffs. Ça, ce sont les subventions aux associations des Français de l'étranger, pour le tissu associatif des Français de l'étranger. Et alors là, il y a un vrai problème sur le staff. Le staff, en fait, a remplacé ce qui existait avant, qui était la réserve parlementaire. La réserve parlementaire, c'était une somme d'argent tout à fait conséquente, qui était vraiment à la disposition des députés et qui pouvaient dépenser cette somme comme bon leur semble pour soutenir des associations à droite et à gauche. C'est un système qui permettait à beaucoup d'associations d'être soutenues financièrement, mais qui était très opaque. Il n'y avait pas vraiment de transparence sur le choix des associations. Donc, on est passé maintenant à un système qui est celui du staff, qui est beaucoup plus transparent, avec un contrôle démocratique de cette dépense publique, parce que ce sont nous, les élus des Français de l'étranger, qui contrôlons cette dépense, qui revoyons les dossiers, etc., etc. Le problème, c'est que les critères sont maintenant beaucoup trop stricts et que c'est un dispositif qui ne finance que des projets, alors qu'idéalement, on voudrait pouvoir soutenir des associations aussi dans leurs fonds propres pour leur permettre de continuer à opérer, particulièrement lorsqu'ils traversent des situations très compliquées, ce qui a été le cas pendant le Covid. Il y a beaucoup d'associations qui sont vraiment au bord de la fermeture, ce qui pourrait avoir des conséquences très délétères pour l'avenir. Alors, même si ces associations n'ont pas forcément un rôle explicite d'entraide et de solidarité, la culture, ça peut être de l'entraide, ça peut être de la solidarité. Donc, il faut avoir, moi je milite vraiment pour qu'on ait une vision beaucoup plus large de ce que la solidarité implique et d'inclure les associations, notamment culturelles, mais pas que, dans ce dispositif et pour pouvoir leur permettre de continuer à opérer dans des situations comme celles qu'on est en train de vivre qui sont extrêmement compliquées pour eux. Je ne parlerai pas ou quasiment pas des bourses scolaires, sinon pour dire que, évidemment, ce dispositif existe pour aider les familles qui sont méritantes et qui ont peu de moyens à scolariser leurs enfants dans le réseau de l'AEFE, donc dans l'établissement du réseau de l'AEFE, le lycée Charles de Gaulle, le lycée de Wembley, etc., etc. Il n'y a eu que 315 élèves boursiers l'année dernière, une diminution de 15% par rapport à l'année d'avant, et pour une enveloppe globale de 1,7 million d'euros. Donc sur les bourses scolaires, il y a vraiment un problème. Il y a plusieurs problèmes, mais pour simplifier, le problème principal, c'est que l'enveloppe budgétaire dédiée aux bourses scolaires est trop petite et elle a été rognée sous le gouvernement actuel depuis 5 ans, de façon proprement inacceptable de mon point de vue, qui a une exigence de revenus pour bénéficier du dispositif qui, à mon avis, n'est pas, encore une fois, en phase avec le coût de la vie dans notre circonscription et qu'il y a beaucoup de familles des classes moyennes, voire inférieures, qui n'ont pas accès aux bourses scolaires alors qu'elles seraient méritantes. Et donc, voilà, ça va impacter de façon très négative la mixité sociale de tout l'établissement. Donc, je voulais aussi en parler parce que c'est un sujet important. Voilà, je m'arrête là. On aura peut-être des questions plus tard. Et voilà, merci Rémi, pardon si j'étais un petit peu long. Merci Samy. Donc, on va faire une transition maintenant. Tu nous as parlé des OLES et du dispensaire français qui bénéficie
d'une aide. Donc, ça nous donne l'occasion de parler maintenant avec Magali, qui va nous parler vraiment d'un exemple concret. Le dispensaire français, donc, qui a une longue histoire à Londres et qui est une histoire unique aussi, parce que je ne crois pas qu'il y ait l'équivalent dans beaucoup de pays, de régions dans le monde. Donc, tu vas nous en parler maintenant, Magali. Je te laisse la parole. Oui, déjà, merci, hein, merci de m'avoir invité. C'est vraiment formidable. On avait en effet déjà eu la visite de Charlotte, donc on est très honorés. Je suis toujours aussi épatée, j'en profite pour le dire, par la connaissance, le professionnalisme de tous ces conseillers des Français de l'étranger. Moi, c'était un milieu que je connaissais pas bien avant. Je n'avais pas du tout d'idée de tout ce que c'est vraiment. Vous avez une connaissance ultra précise de tous ces dossiers. Et ça m'épate toujours, hein, parce que je suis bien obligée de les connaître aussi, ces dossiers. Donc, je vois que vous êtes quand même super pointu. C'est très agréable. Alors, on est OLES, hein, on est organismes locaux d'entraide et de solidarité, comme consultation juridique gratuite. En effet, moi, je rajoute juridique, sinon on nous confond, et on les accueille maintenant. Ils sont chez nous parce qu'ils avaient un problème de bureau. Et on est content parce qu'en fait, on aide exactement les mêmes personnes. Donc, on est des charities. On est en fait, bien sûr, on est OLES pour vous, parce que c'est la façon, enfin, c'est le lien avec le consulat. Et en fait, surtout, on est une charité anglaise. Le dispensaire français existe depuis 1867, donc il y a plus d'un siècle et demi. Il y a eu un hôpital, il y a eu une maison de retraite. Ça a toujours, au moment du NHS, donc on a quand même revendu la partie NHS, le National Health Service. Quand le service public, donc anglais, a été créé, on a revendu la partie hôpital, mais on a pu avoir une maison et on a gardé la partie soins, la partie consultation pour tous les francophones en difficulté sur le sol du Royaume-Uni. En effet, on est unique, Rémi. Je sais qu'il y a un dispensaire polonais qui existe au Royaume-Uni et en France, peut-être ailleurs, mais des dispensaires français, il n'y en a pas d'autres, je ne crois pas. Alors, on n'est pas que pour les Français, ça je vous l'ai dit aussi souvent, je le répète pour les gens qui sont à ce webinaire. On est pour tous les francophones, c'est très important, hein. On ne demande jamais les papiers des gens. Du moment qu'ils parlent français, on veut les aider. Et on a fusionné avec l'autre grande charity francophone à Londres, qui est, je crois, encore plus vieille de 20 ans que le dispensaire. Donc, c'est une très, très vieille dame qui doit avoir 175 ans et qui s'appelait la Société française de bienfaisance. Et donc, on est à la fois un soutien, bien sûr, médical, mais aussi un soutien social. Alors, le soutien médical et le soutien social, il s'organise autour de 70 bénévoles, dont 40 professionnels de santé. Dans les 40 professionnels de santé, il y a 20 docteurs, médecins généralistes, pédiatres, gynéco, cardiologues, psychiatres, dermatologues, etc. Et il y a 20 paramédicaux. Et les paramédicaux, vous imaginez, orthophonistes, ostéopathes, kinés, nutritionnistes, etc., etc. Voilà, donc on aide à peu près, on a 9 consultations en moyenne par jour qu'on offre. Alors, on n'est pas entièrement gratuit pour les bénéficiaires, on leur demande quand ils peuvent payer. Quand ils ne peuvent pas payer, on ne les fait pas payer. On leur demande juste de parler français, d'être à faible revenu et 10 livres d'inscription et 10 livres par consultation. C'est comme un contrat moral, un engagement pour être sûr qu'ils viennent. Voilà. Et dès qu'on voit que c'est des gens sur qui ces 10 livres peuvent un petit peu peser, on ne les fait plus payer. Pour information, une consultation en privé à Londres, c'est jamais à moins de 120 livres. Donc, évidemment, ils ne peuvent pas s'offrir le privé, ces gens-là, et ils sont bien contents de pouvoir venir au dispensaire. Alors, pourquoi est-ce qu'ils viennent au dispensaire en plus du service public qui, en effet, on a beaucoup de chance au Royaume-Uni d'avoir le National Health Service qui a beaucoup de qualité, en particulier d'être quasiment 100% gratuit, ce qui est franchement pas négligeable, et d'accueillir tout le monde sans papier. Et on ne demande absolument qu'un papier dans le NHS. Après, si on veut avoir son propre médecin généraliste, il faut être enregistré, mais ce n'est pas compliqué non plus. Mais il y a les gens qui ne le sont toujours pas. On a quand même beaucoup de migrants. Encore vendredi, on a aidé un jeune Augustin qui arrivait du Congo. Je ne sais pas si vous êtes au courant de
cette chose qui revient régulièrement, c'est la COP 21, elle était au Royaume-Uni, je ne sais plus quand, là, il n'y a pas si longtemps. Donc, en fait, il y a des exfiltrations, j'allais dire, organisées par des gouvernements pour évacuer des gens qui sont un peu menacés, je crois, dans leur pays, et on les envoie avec des visas de 3 mois, puis après les 3 mois, ils se retrouvent dans un gros souci parce que souvent, ils ne peuvent absolument pas rentrer chez eux, leurs familles sont menacées, enfin voilà. Donc là, ça fait 2 fois au printemps qu'on aide des jeunes Congolais qui ont été envoyés à la COP 21 pour prendre l'air et qui se retrouvent plus sans aucun papier. Et donc, là, on contacte la Croix-Rouge, Notre-Dame de France, mais en attendant, donc, nous, on peut vraiment aussi les aider socialement, puisqu'on peut loger les gens, on peut leur donner des vouchers pour les nourrir. Bon, ça, je vous parle de ce cas parce que c'était vendredi dernier, donc c'est tout. Ça nous a beaucoup encore touchés. C'est toujours des cas, les migrants, c'est quand même dans la misère. C'est quand même des cas très, 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 qui nous impliquent beaucoup, bien sûr. On a aussi beaucoup de familles qui ont des revenus, je dirais, tout à fait moyens, enfin pas du tout catastrophiques, mais quand on a des enfants, par exemple 2 enfants autistes dans la même famille, et qu'on attend, même si on est déjà enregistré dans le National Health Service, mais on préfère que ça passe en langue française, en pédopsychiatrie, en psychologie, en psychomotricité, en orthophonie, parce qu'en plus, ce n'est pas des enfants qu'on va balader facilement entre plusieurs langues, et ben, on ne peut pas payer le privé, parce que la moindre consultation privée, d'abord, il faut qu'elle soit toutes les semaines pour que ça marche, hein, ce n'est pas une fois de temps en temps, c'est très régulier, et en plus, c'est tout de suite 75 livres. Et donc, on aide aussi des familles avec des revenus moyens quand on parce qu'on pense que c'est aussi vraiment notre mission. Et puis, on parlait tout à l'heure, Samy parlait des familles boursières des écoles françaises. On les connaît bien en général. C'est des gens qu'on aide beaucoup parce que c'est quasiment tout le temps des enfants qui ont besoin d'orthophonie et de psychologie pour enfants. On a aussi beaucoup de familles où tout se mélange et ils ont des problèmes légaux et ils ont des problèmes, l'école veut les virer et ils ont des problèmes administratifs. Donc, on fait aussi pas mal de petites tâches administratives. On a à peu près 75% de l'aide sociale est envoyée par le consulat de France. La France a beaucoup de chance d'avoir un consulat qui s'occupe quand même socialement de ses ressortissants. Ce n'est pas du tout le cas de tous les consulats. Moi, on le sait, puisque donc, on aide beaucoup de Sénégalais, d'Algériens, de Congolais, de Mauriciens. Ce n'est pas le cas partout. Donc, la France a quand même de la chance. Ils les aident et quand ils ne peuvent pas les aider, ils appellent le dispensaire. Donc, en fait, voilà. Donc, on aide beaucoup ces gens-là. On aide beaucoup de gens aussi âgés, isolés, seuls. Là aussi, c'est médical et c'est aussi social. Et puis, il y a des maladies complexes. Il y a des gens qui, là aussi, vont au NHS, mais ils n'arrivent pas à voir la personne en vrai. Ils attendent trop longtemps. Ils sont trop inquiets. Donc là, on a toujours aussi des bénévoles pour nous aider. Et puis, dans les bénévoles, on a aussi des gens très haut placés, francophones, qui sont ce qu'on appelle consultants ici, c'est-à-dire chefs de service dans les grands hôpitaux du National Health Service. Mais parce qu'ils sont francophones, ils ne vont pas venir chez nous, mais si j'appelle un chirurgien ORL, un chirurgien gastro, un chirurgien en oncologie pédiatrique, on les connaît et ils vont pouvoir voir les enfants chez eux en privé, hein, pas dans la partie NHS, mais gratuitement pour rendre service. Donc, on est très, très gâtés. Voilà, ça, c'est donc, c'est tout ça, c'est la mission du dispensaire. Ce qu'il faut bien comprendre, en plus d'être une charité anglaise, c'est qu'on est complètement contrôlé comme un organisme anglais, c'est-à-dire presque autant qu'une clinique ou qu'un hôpital. Le staff, nous, on en bénéficie. On adorerait que les organismes culturels aussi. L'OLES, la subvention pour les OLES, on en bénéficie aussi. Les années normales, c'est 6% de nos besoins qui sont fournis par le gouvernement français, par les OLES et le staff. Les 2 années de Covid, ça a été 20%. Donc, tout le reste, il faut qu'on lève des fonds. Voilà. On a des petits revenus avec nos 10 livres par-ci, par-là, mais ça pèse pas lourd. Et puis, on fait des levées de fonds voilà, auprès des grosses entreprises et des personnes fortunées
du Royaume-Uni. Et enfin, je voudrais encore deux choses, c'est-à-dire qu'au niveau vraiment des services, on a aussi un espace santé jeune qu'on a ouvert comme les espaces santé jeunes qui existent dans les grandes villes de France. Mais nous, on l'a resserré, on n'est pas des fonctionnaires, donc c'est des bénévoles qui le font. Donc ça se rajoute à leur bénévolat au dispensaire, ça se rajoute à leur vie, à leur profession pour gagner leur vie, et puis ça se rajoute à leur vie privée. Donc on l'a resserré, c'est de midi à 3h tous les vendredis, tous les jeunes. Alors là, il n'y a pas de distinction de revenus des parents, tous les jeunes peuvent venir et être écoutés, accueillis, qu'ils aient des problèmes de santé mentale, de santé physique, de bullying, d'amour, peu importe, on écoute, on a des psychologues cliniciens qui sont là pour les accueillir et qui après les réorientent sur les autres spécialistes du dispensaire s'ils en ont besoin. En fait, en gros, ce que je voudrais faire passer comme message, c'est que c'est une permanence, tout simplement, le dispensaire. C'est un endroit, vous appelez, il y a toujours quelqu'un qui vous répond au téléphone, de 9h à 5h, du lundi au vendredi. Et si vous venez, il y a toujours quelqu'un qui vous écoutera, qui vous recevra, de 9h à 5h, du lundi au vendredi, pour tous les francophones. Merci beaucoup, Magali, pour cette description du dispensaire qui est vraiment, je pense, exceptionnelle par sa mission. Et aussi le nombre de personnes que vous touchez, 9 consultations par jour, c'est vraiment très significatif. Oui, il y a une trentaine d'appels téléphoniques. Et si des gens à non faible revenu nous appellent, ce qui arrive très souvent, on fait tout ce qu'on peut pour leur trouver comment se faire soigner au NHS, comment se faire soigner dans le privé. Pour les aiguiller, oui. Ouais. Voilà, on a vraiment un rôle d'orientation pour tout le monde. Hein. On n'est pas. Et puis les difficultés ne sont pas non plus que d'ordre social. Hein. On a eu des naufragés, on a des gens tous les attentats, et puis les gens qui subissent des violences. Enfin, c'est plus large même que le contexte social. C'est vraiment tous les francophones en difficulté au Royaume-Uni peuvent essayer de voir si dans nos services, dans nos bénévoles, on peut les aider avec la générosité des bénévoles qui nous aident. Merci Magali. Ce que je propose, c'est qu'avant de passer aux questions, je vais redonner la parole à Charlotte qui va nous reparler un peu de ses objectifs, de la campagne, etc., pour cette question sociale. Merci Rémi et merci beaucoup. C'est vraiment inspirant de t'entendre Magali parce que ouais, vous faites vraiment un travail remarquable. Et merci aussi d'avoir salué le travail de nos élus consulaires. Samy, Rémi, Benoît sont tous élus consulaires et en effet, je peux constater qu'ils travaillent énormément pour essayer de soutenir du mieux possible notre communauté française à Londres et en Irlande et ouais, pour nos autres conseils aussi dans d'autres pays. Mais je voulais peut-être vous parler de quelques priorités nationales en ce qui concerne le côté social et après vous dire un petit peu certaines mesures spécifiques pour notre circonscription. Donc, bien sûr, c'est vrai que notre alliance, donc de notre nouvelle Union populaire écologique et sociale, cette NUPS, on veut vraiment lutter contre la cherté du logement, lutter contre la précarité énergétique et le sans-abrisme et rétablir un pouvoir de vivre pour vraiment augmenter les salaires et les pensions, augmenter les salaires notamment dans le domaine du care, du soin à la personne, qui sont souvent exercés par des femmes et très peu rémunérés. On veut aussi rémunérer davantage nos enseignants qui font un travail exceptionnel et qui sont parmi les moins bien payés de l'OCDE. On veut aussi mettre en place une garantie d'autonomie jeunesse parce qu'il n'y a pas de soutien aux jeunes qui ont moins de 25 ans et on l'a vu pendant la crise du Covid, les étudiants ont fait la queue devant des banques alimentaires, etc. Ça a été très, très dur socialement. Donc, on veut qu'il puisse y avoir un soutien, à ces jeunes-là. Et on veut aussi qu'il y ait une mise en place d'une progressivité de l'impôt avec une taxation qui soit plus juste, une taxation des grandes fortunes et aussi un ISF climatique qui prend en compte l'impact écologique des actifs financiers et immobiliers. Donc ça, c'est un peu notre vision générale, mais peut-être pour vous
Pour vous donner aussi quelques mesures, d'autres mesures spécifiques, on veut aussi regarder comment est-ce qu'on peut réduire le temps de travail et aller vers le passage aux 32 heures. Il y a beaucoup d'entreprises au Royaume-Uni qui ont commencé à mettre en place la semaine de 4 jours, et j'en fais partie d'ailleurs dans mon organisation. On veut aussi créer davantage d'emplois, et notamment grâce à l'investissement dans la bifurcation écologique et sociale. Pour ce qui est du bien-être au travail, on veut aussi reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle. Et ce qui est des inégalités salariales, donc voilà, ça fait aussi partie de ce côté social et de lutte contre les inégalités face à l'emploi. Il y a en ce moment, il y a en France toujours, ça n'a pas beaucoup bougé, une inégalité de 16,8% d'écart salarial, et on veut s'assurer que les entreprises aient un plan conforme pour essayer de remédier à ces écarts sous peine de sanctions financières. Et on veut aussi allonger la durée du congé parental. Et j'ai eu l'occasion d'aller en Scandinavie et notamment en Suède récemment. Et c'est vrai qu'on se rend compte à quel point un congé parental égal, nous on voudrait qu'il soit identique entre les deux parents. Et en Suède, il est de 1 an qui peut être partagé de façon égale entre les deux parents. Et 3 mois doivent être pris par l'autre parent, sinon ils sont perdus. Et on se rend compte à quel point vraiment ça a un réel impact social et sociétal, mais aussi ça permet de lutter contre certaines discriminations à l'embauche. Et enfin, bien sûr, on veut garantir une retraite digne. Benoît a beaucoup parlé de ces inégalités au niveau des Français de l'étranger, mais en France aussi, on veut changer ce dispositif des retraites. Ensuite, pour ce qui concerne les priorités dans le domaine social pour les Français de l'étranger. Donc, Samy nous a pas mal parlé du dispositif, notamment des différents dispositifs d'aide sociale. Et nous, on voudrait pérenniser, moi je voudrais vraiment que ce soit étendu, les budgets qui sont consacrés aux aides sociales, et notamment ce dispositif secours occasionnel de solidarité. Donc, Samy disait qu'il a été mis en place en 2020 au moment de la crise du Covid, mais qui devrait normalement s'arrêter en 2022. Et ça aide vraiment à soutenir les Français les plus modestes. Et moi, je souhaite vraiment que ça perdure. Et il faudrait aussi davantage communiquer sur ce dispositif, parce qu'il y a énormément de personnes qui ne sont pas au courant que ça existe. Et ce serait, je pense, un effort conjoint un double effort entre les élus consulaires, mais aussi le consulat, pour essayer de mieux communiquer sur ces aides sociales qui existent. Et je pense que Samy nous parlait aussi de la hache. C'est vrai qu'il y a plein de choses comme ça et on le sait, c'est aussi le cas en France. Hein. Il y a beaucoup d'aides sociales qui sont pas affectées aux personnes parce qu'elles ne sont pas au courant. Donc, c'est aussi un effort du gouvernement, que ce soit en France ou que ce soit à l'étranger, pour les faire connaître. Pour rester sur le sujet des personnes handicapées, une chose qui me tient à cœur, c'est de mettre en place une reconnaissance du statut de personne handicapée au sein de l'Union européenne et de façon bilatérale entre la France et le Royaume-Uni et la Norvège et l'Islande, donc les pays qui sont pas dans l'Union européenne, afin d'éviter que quand les Français retournent en France, ils aient à refaire ces procédures qui sont parfois longues et coûteuses pour faire reconnaître leurs droits. Et pareil, quand des Français veulent venir s'établir dans certains pays de notre circonscription, ils n'aient pas à faire ces démarches médicales longues et coûteuses pour faire reconnaître leur statut et faire reconnaître leurs droits. Et donc, bien sûr, aussi remédier à l'injustice qui existe actuellement dans le calcul des retraites. Benoît nous en a parlé. Il faudrait qu'il y ait plus d'accords avec les pays d'Europe du Nord qui permettent une retraite équitable pour les Français et les Françaises qui ont travaillé une partie qui ont travaillé une partie de leur carrière à l'étranger. Et aussi en ce qui concerne donc ces subventions staff, Samy en parlait, qui soutiennent des associations, donc bien sûr dans le domaine social, médical, juridique, comme la structure de Magali, mais aussi parfois des petites écoles flammes français langue maternelle et des associations culturelles. Et il faudrait que ces fonds soient plus flexibles, en effet, pour apporter un soutien plus vaste à ces organisations-là. Donc voilà certaines mesures que je souhaite mettre en place.
Et vraiment, je pense, pour vous rappeler que pour moi, le côté social, bien sûr que les questions consulaires, les questions éducatives, les questions environnementales sont très, très importantes dans mon programme et dans celui de la NUPS. Mais en effet, les questions sociales, c'est fondamental. Et il n'y a pas d'écologie sans justice sociale. Je pense que c'est très important de le rappeler. Donc voilà, je pense qu'on va peut-être maintenant prendre un petit peu vos questions. Merci Charlotte. Donc on a reçu, merci beaucoup pour toutes les questions que vous nous avez envoyées. Donc on va commencer peut-être par les retraites, parce que ce que je voulais rappeler, c'est que le sujet des retraites a été plébiscité, qu'on a fait un sondage il y a quelques semaines. 45% de vous, donc on a eu 900 personnes qui ont répondu à ce sondage, nous ont dit que c'était votre première préoccupation, parce que bien sûr, ça touche beaucoup de personnes. Donc les deux questions qu'on a eues ce soir, c'est où s'adresser pour nous aider dans le calcul de nos retraites. Et l'autre question, c'est est-ce que vous avez une idée de combien de gens ne toucheront pas une retraite pleine en Europe du Nord? Est-ce que c'est tout, est-ce que c'est tout le monde? Enfin, voilà, donc Benoît. Benoît, tu peux nous en dire plus? Alors, une retraite pleine, en général, quand on dit ça, on fait allusion à la décote. Donc, ça, c'est donc pas le seul problème qu'on peut rencontrer, notamment en Europe du Nord, puisqu'il y a donc un gros problème au niveau du calcul du salaire de référence sur lequel à partir duquel est basé le calcul de la retraite. J'ai aucune statistique, moi, je ne me rends pas compte, hein. Mais de toute façon, ceux qui commencent leur carrière en France et par exemple la terminent dans un pays d'Europe du Nord, bon, tous ceux que j'ai cités en tout cas, ils ont déjà une pénalité. Ceux qui ont travaillé moins de 25 ans en France sont aussi pénalisés. Donc, enfin, il y a beaucoup de gens qui vont être pénalisés. Après, ça dépend s'ils ont travaillé juste 2 ou 3 ans en France ou beaucoup plus longtemps. Donc, c'est difficile de répondre à la question. Oui, c'est facile de savoir quand on est pénalisé, par contre. Et l'autre question, Benoît, c'était à qui s'adresser pour nous aider? Parce que beaucoup de personnes, je pense, trouvent que c'est sur un plan administratif assez difficile de contacter les caisses de retraite en France et de savoir comment s'y prendre, quoi. Alors, bon, il y a des informations pour essayer de comprendre à peu près comment c'est calculé. Mais par contre, c'est très difficile de trouver des informations qui vont vous montrer où sont les problèmes pour les Français de l'étranger et pour ceux qui sont en Europe du Nord. Ça, on ne les trouve pas sur les sites de l'État. Je vous ai fait des recommandations aussi qui me semblent importantes. On ne trouve pas ces recommandations non plus sur les sites des caisses de retraite. Ensuite, si vous essayez de poser des questions aux conseillers, ils répondent des généralités et ils ne vont pas vous parler de ce qui pénalise les Français de l'étranger. Ils n'abordent pas le sujet. Et si ensuite vous avez vraiment des problèmes, parce qu'il y en a qui ont des problèmes après pour constituer leur dossier, s'ils avancent, ça prend beaucoup de temps. Le mieux, c'est de contacter les conseillers des Français de l'étranger. Eux, si vraiment ça dure très longtemps, ils vont pouvoir vous aider. Il y a des demandes de dossiers qui durent très longtemps avec des problèmes. En général, on ne peut pas contacter des gens des caisses de retraite pour résoudre ces problèmes. C'est eux qui vous contactent quand ils agissent sur des points précis. Donc, c'est difficile de contacter les caisses de retraite dans certains cas pour faire avancer les dossiers. D'accord. Merci Benoît. Si je peux juste intervenir très rapidement, j'ai quand même mis sur le chat le CLES, hein, qui est un site internet spécialisé sur le soutien et le suivi personnalisé pour les Français de l'étranger sur les questions de sécurité sociale, qui inclut la retraite. Donc, il y a vraiment une source d'expertise là et potentiellement de soutien personnalisé. Donc, je conseille d'y aller et de contacter des gens parce qu'effectivement, c'est très, très compliqué. Il y a plein de régimes de retraite. Le mieux, c'est vraiment d'appeler des experts. Voilà, on me l'a conseillé. Je sais que ça peut marcher. Alors après, suivant la complexité du dossier, évidemment, ça peut être plus ou moins utile, mais ça peut être une source d'information utile. Autre sujet, j'ai une question sur les remboursements, la couverture sociale, les remboursements de soins, couverture sociale quand on rentre en France pour un séjour court, etc. Alors
les gens demandent, la personne demande, faut-il prendre une assurance privée ou alors s'adresser à la SFE? Et puis aussi la question du numéro de sécurité sociale provisoire qu'on nous donne. Est-ce que ce numéro de sécurité sociale ne pourrait pas devenir définitif pour les gens qui régulièrement retournent en France? Voilà, est-ce que tu as Alors, Samy, est-ce que tu as une idée là-dessus? alors, sur le dernier point, je vais avoir du mal, non, parce que sur la pérennisation du numéro de sécurité sociale dont ne disposent pas forcément les Français qui sont nés à l'étranger, effectivement, c'est compliqué et je ne saurais pas répondre là-dessus, mais effectivement, je pense que ça pose problème particulièrement pour les retours en France, pour les retours permanents en France. C'est une problématique qui nous revient souvent, mais je n'ai pas de réponse à apporter là-dessus. Par contre, pour les remboursements des soins en France, alors évidemment, il y a deux questions qui ont été posées, j'ai vu, sur la carte européenne d'assurance maladie, European Health Insurance Card, qui, on le sait, n'est plus valide, mais en réalité, ce n'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que si cette carte est encore valide et n'a pas encore expiré, vous pouvez continuer à l'utiliser en France si vous avez besoin de soins en urgence. Il faut bien comprendre que cette carte vous donne accès à des soins gratuits uniquement en urgence lorsque vous séjournez dans un pays de l'Union européenne. Donc, s'il n'a pas expiré, vous pouvez continuer de l'utiliser. Si elle a expiré, mais que vous habitez au Royaume-Uni depuis avant le 31 décembre 2021, vous pouvez la renouveler. Donc ça, c'est aussi bon à savoir. Et si vous arrivez maintenant au Royaume-Uni, effectivement, vous n'avez pas le droit à cette carte de European Health Insurance Card, mais elle a été remplacée par le Global Health Insurance Card, on peut faire la demande pour l'obtenir assez facilement sur un site du gouvernement britannique. Je pourrais mettre le lien juste après, et qui vous permet encore une fois de bénéficier de soins gratuits en urgence uniquement lorsque vous séjournez dans un pays de l'Union européenne. Alors après, pour les remboursements de soins pour des maladies chroniques, etc., pour des choses qui sont plus prévisibles, là, évidemment, il faut soit une assurance maladie, par exemple la CFE, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui peut, si vous avez, pour les gens qui ont vraiment des maladies chroniques et qui ont besoin d'avoir un médecin traitant dans la durée, qu'il soit en France ou dans un autre pays de l'Union européenne, là, ça peut effectivement valoir le coup de cotiser à la CFE, même si le coût est relativement élevé. Mais voilà, après, c'est des cas qui sont assez particuliers quand même. Mais voilà, la carte européenne d'assurance maladie, il faut bien, ces informations sont quand même à noter parce que j'ai oublié d'en parler dans mon intervention, mais je sais que c'est utile pour beaucoup de nos compatriotes. Merci, Samy. Là, j'ai une question de quelqu'un qui est basé en Écosse et qui se plaint du fait que tout est centralisé à Londres. On sait que les services consulaires sont essentiellement basés à Londres quand il s'agit de renouveler sa carte d'identité, son passeport, et avec la pandémie n'a rien arrangé. Ouais. Donc, cette personne demande sur la question de l'aide juridique, parce que les gens qui ont des revenus très faibles, venir à Londres, ça peut être un coût quand même conséquent. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité de bénéficier d'une aide juridique pour une démarche de ce type? Alors, ce que je peux dire, c'est qu'il y a au consulat, en effet, bon, c'est vrai que le consulat d'Édimbourg que j'ai visité récemment a perdu, comme on le sait, la possibilité de faire des passeports, des cartes d'identité, etc., comme cette personne le note. Et ça, bon, ça sera facilité si on a accès à la dématérialisation qui devrait, on espère, ne pas trop tarder. Et vraiment, nous, enfin, moi, j'encouragerais vraiment à ce que ça se fasse rapidement. Ce qui est du conseil juridique, bon, il y a un service d'une espèce, enfin, une permanence téléphonique, voilà, du consulat. Bon, c'est plus sur des conseils sociaux ou questions consulaires ou autres, mais je sais qu'en effet, cette permanence téléphonique, il y a une employée du consulat qui est là pour soutenir les personnes qui auraient des questions. Donc, je pense que ça peut être un premier point d'entrée pour voir si ça peut répondre à certaines questions et certains besoins de cette personne. Merci, Charlotte. Je vais prendre une dernière question avant de conclure le webinaire. Pardon? Oui, vas-y, tu voulais prendre laquelle? Je ne sais pas, à moins que tu entends. Non, je voulais peut-être dire quelque chose sur la question qui a été posée sur les EHPAD. Oui, il y a celle-ci aussi, oui. Tout au début, parce que je pense qu'en effet, ce scandale de ce qui s'est passé avec Orpea, c'est vraiment
quelque chose qui m'a indignée. Je pense qu'on est beaucoup d'entre nous à avoir eu des membres de nos familles proches qui ont été en EHPAD et de voir les conditions dans lesquelles certains d'entre eux vivent. C'est vraiment pas acceptable et je pense que voilà, il faut vraiment essayer de demander des comptes au gouvernement pour qu'il y ait plus de vérifications, pour qu'il y ait plus de contrôle au sein de ces EHPAD et qu'il y ait plus de soutien aux structures publiques pour un service et un accueil de qualité. Là, bon, Orpea, c'était une structure privée en plus, mais voilà, enfin, il faut qu'il y ait des contrôles, il faut qu'il y ait un meilleur accueil, il faut que ces structures publiques soient plus soutenues parce que c'est inacceptable l'état des EHPAD et l'état de l'accueil de nos anciens actuellement. Et pour abonder dans le sens de Charlotte, je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'elle vient de dire, bien évidemment. Je suis en train de lire le livre « Les Fossoyeurs » actuellement de Victor Castanet. C'est absolument bouleversant. Donc, j'en recommande vraiment la lecture parce que c'est tout à fait bouleversant. C'est une lecture qui devrait être presque obligatoire pour vraiment comprendre ce qui se passe en France dans ce secteur et peut-être même, on ne le sait pas, à l'étranger. Je suis entièrement d'accord. Bon, on atteint la fin du webinaire, donc je vais remercier tous les intervenants pour vos éclairages sur des questions très diverses. On s'aperçoit que le sujet de la protection sociale, il y a vraiment beaucoup de choses à dire et je pense qu'il faut se mobiliser sur des choses très précises comme les retraites pour vraiment faire avancer les choses parce que je pense que ce n'est pas forcément priorisé par nos dirigeants et je pense que Charlotte, on va te souhaiter le meilleur pour ta campagne et pour faire avancer toutes ces questions. Et en tout cas, merci aussi aux participants pour votre écoute. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le site Charlotte Mainvielle ou nous contacter directement sur le AELV UK. Et n'oubliez pas que le vote par Internet commence Oui, vendredi, le 27 mai, jusqu'au 1er juin pour le vote électronique et vous pouvez voter à l'urne le 5 juin. Et ensuite, le deuxième tour sera du 10 au 15 juin en ligne et le 19 juin à l'urne. Donc, n'oubliez pas de voter, c'est très important. Merci de le rappeler, Charlotte. Pour porter les questions sociales sur le devant de la scène politique. Votez et votez bien à partir de Merci beaucoup. Merci Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Au revoir.